Alors moi, je me souviens qu'on était au Fener, j'étais avec Nando De Colo. Euh, et en gros, il nous a déconstruit, enfin, sans entrer dans le mauvais jeu de mots ou quelque chose, mais il nous a déconstruit baskettement parlant. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris depuis que tu es plus jeune, fermer le milieu, envoyer baseline, de te mettre dans cette position, ne pas aider côté balle, aider de l'opposé. Ben, en fait, il a dit, bah, vous oubliez tout, c'est totalement l'inverse. Donc Comment te péter? voilà. Donc tout était, et on se regardait avec Nando, il m'a dit, en rigolant, hein, bien sûr, mais il dit, s'il passe au diplôme, là, au BE français, diplôme d'État, mais il l'a pas, hein. Il l'a pas, parce que il y a rien qui va dans ce qu'on faisait, tu sais, Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Nouvelle année, nouvelle saison, plein de nouvelles vidéos et des nouveaux invités. Il ne le sait pas encore, mais notre invité du jour a eu un impact immense sur ma passion et sur notre passion pour la balle orange. Son jeu a influencé celui que j'ai essayé d'avoir lors de mes années modestes de joueur. Son passage bien connu en Serbie a créé chez moi une passion immense pour un club, pour un coach, pour une éthique de travail et aussi pour toute une génération de talentueux joueurs qui me font encore lever de ma chaise lorsque je regarde leurs performances. Si je vous dis Vladimir Lucic, Nikola Milutinov, Danilo Andouzic, Davis Bertans, Bogdan Bogdanovic, eh bien vous auriez raison de me dire qu'il en manque un dans l'équation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Léo Westermann. Comment ça va, Léo? ça va nickel. Bonjour à tous. Pour nous accompagner, il tenait absolument à être là et du coup, il a mis son joli t-shirt qui va donc être raccord sur toute l'émission. C'est mon ami Romu. Comment ça va, Romuald? Salut les gars, salut mon Romain, content d'être parmi Salut. vous. Comme toi, hein, une petite passion pour ce monsieur Léo Westermann que je suis depuis ma foi. Je crois que j'ai découvert à Lasvel quand ce monsieur est arrivé à Lasvel. Donc, Ça il n'y commence a à pas faire, si ouais. longtemps. Il y a- Ça On commence a... à faire. Mais très, très, très beau t-shirt. Très, très beau t-shirt. Merci beaucoup. Donc très heureux, ouais. Bon, Léo, t'as signé du côté de Fuenlabrada, du coup, comme on Mhm. peut le voir, en deuxième division. Alors, tout le monde s'est empressé de dire pour la première fois de ta carrière en deuxième division. Ouais. Parle-nous de ce choix. Alors, il y a un peu trois projets l'un dans l'autre, en fait. Donc, le numéro un, c'était déjà que j'adore l'Espagne, j'adore y vivre, mais aussi y jouer. Même la deuxième division a toujours un basket assez propre dans tout ce que j'ai pu voir. Donc voilà, j'avais une priorité sur le championnat espagnol. Le fait aussi que ma famille vit en Espagne depuis 3 ans aussi maintenant. Depuis qu'on est allé à Saint-Jacques-de-Compostelle il y a 2 saisons. Ma femme et mes enfants sont restés là-bas à cause de l'école. Voilà, maintenant j'avance dans l'âge, j'ai mes enfants aussi, donc il faut faire des choix et donc voilà, ils sont à 2 heures de train de Madrid, Fuenlabrada qui est la banlieue de Madrid, donc ça c'était aussi très important. La deuxième chose, c'était dans une équipe compétitive, c'est-à-dire que l'équipe ne le se cache pas, veut monter. C'est Fuenlabrada, si les connaisseurs de basket suivent, c'est quand même une équipe qui était très longtemps en ACB, qui est descendue il y a 2 ans, 2 saisons maintenant, et qui essaye de remonter absolument et qui a fait une team une équipe dans l'idée de pouvoir accéder à cet objectif. Et donc ça aussi, c'était très, très intéressant pour moi après une année dernière un peu plus compliquée, collectivement parlant, avec une descente et la première descente de ma carrière. Donc voilà, j'avais dans une équipe un peu compétitive, d'où le fait de me retrouver ici à Fuenlabrada. Et en troisième aussi, on va dire que c'était pas non plus une première priorité de signer en Espagne en deuxième division. Bien sûr, j'avais des touches peut-être en première division, mais ça s'est jamais conclu. Les équipes veulent me voir jouer
Donc voilà, il y a aussi un projet intéressant d'un tout petit buyout jusqu'à fin février qui peut me faire sortir du contrat et aller dans n'importe quelle équipe durant cette période. Donc voilà, j'ai bien compris que les équipes étaient un peu frileuses à certains moments, qui veulent me voir jouer, voir mon état physique, on va dire, etc. Et donc voilà, si je joue bien, pourquoi pas pouvoir remonter d'un niveau, voire plus. Et voilà, donc il y avait ces trois critères qui étaient réunis ici à Fuenlabrada. Ok. Si tu devais décrire un petit peu le groupe, alors c'est ce que je te disais en off, moi j'ai commencé à regarder vos matchs de prépa. Si tu devais décrire un petit peu le style que vous allez adopter, les joueurs qu'il y a à côté de toi, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. On est 6-7 à avoir la trentaine et plus. Beaucoup de joueurs. Il y a un super mix entre des joueurs qui ont l'expérience de cette ligue, deuxième division espagnole, qui est aussi un peu spécifique, un peu comme la France. Entre la première et la deuxième division, il y a vraiment un jeu différent, un basket un peu différent. Et c'est un peu pareil en Espagne, même si on s'y retrouve un peu plus par rapport à la première et la deuxième division. Donc, dans l'équipe, on va dire qu'il y a 3-4 joueurs qui ont gagné au moins une fois, voire deux fois minimum la deuxième division espagnole. Donc ils savent comment faire, ils savent comment ça joue et comment arriver à ce titre. Et on a 3-4 joueurs qui ont des beaux CV, des CV ACB, un joueur qui a été drafté, avec Yannick Nsosa qui était à Malaga plus jeune et qui est un super joueur. Donc il y a vraiment un mix entre les joueurs d'expérience de cette division, qui sont des joueurs aguerris de ce niveau-là, et des joueurs un peu plus qui ont un CV, on va dire, avec des clubs un peu plus ronflants. Et ça, je trouve super intéressant. Ça joue très bien en basket dans l'équipe. On voit qu'il y a de l'expérience, on va dire. T'as passé, t'en as un petit peu parlé, t'as passé une saison 2023-2024 tout à fait correcte individuellement. Mhm. C'était plutôt très bon. T'as connu malheureusement la relégation en Allemagne. Cette année, donc tu l'as dit, vous visez la montée, très Mhm. précisément. Euh, Tu penses que quels seraient les adversaires les plus redoutables pour toi à l'instant T en deuxième division? Parce qu'il y a Alors, quand même des bons oui, clients. c'est une des années où justement c'est le plus compact et le plus dur. Il y a certainement six équipes qui ont l'intention claire et nette de monter, pour deux montées. Donc, tu as le Betis Séville qui a fait un gros recrutement, Estudiantes, le derby, Estudiantes Madrid qui est en finale l'année dernière, qui a perdu. Tu as les deux équipes de Burgos qui ont beaucoup d'argent et ça fait pas mal d'années qu'ils veulent monter de nouveau. Tu as Obradoiro, bien sûr, qui est descendu l'année dernière, qui est aussi une place forte, on va dire, sur les 10 dernières années d'ACB. Et t'as Palencia, qui est aussi descendu l'année dernière et qui a l'objectif de remonter. Donc voilà, ça fait cinq six équipes qui ont les moyens et qui ont l'effectif et l'envie de remonter. Donc c'est une saison assez dense à ce niveau-là, et c'est ce qui la rend aussi très, très intéressant. Mm. Et du coup, je rebondis sur ton buyout parce que les équipes veulent te voir jouer par rapport aux soucis de blessure que tu as eu il y a quelques années. Oui, Je voulais bien sûr. savoir, enfin, ouais, ça rentre en compte. Et en fait, moi, alors je sais pas ce qui m'intéresse, je sais pas si je trouve ça intéressant. Tu as subi quand même deux ruptures de ligaments, ta fameuse blessure à la hanche, la perte du CSK, qui a quand même failli te coûter ta carrière de basketteur et Mhm. voire plus. Je veux Mhm. savoir comment mentalement, comment tu peux, enfin, comment tu as pu réagir. Mhm. Tu avais du soutien familial, du soutien Bien autre, sûr, hein. parce que ça doit Non, être mais compliqué. oui. Enfin, t'évoluais au CSK où t'étais quand même dans une grosse team sur ta dernière blessure. Mhm. Et enfin voilà, juste voilà, l'aspect mental, c'est pas, je veux pas remettre le couteau dans la plaie, ça a dû être assez compliqué comme Non, ça. non, non, oui, Mais oui, je voilà, c'est comprends. surtout mentalement à votre niveau, comment t'as pu gérer cette situation-là? Bah oui, comme tu l'as dit, déjà, je suis très bien entouré. Ma femme, mes enfants qui me suivent depuis maintenant plus de 10 ans, etc. Donc forcément, il y a déjà cet aspect-là.
Mais au-delà de ça, bien sûr, les premiers jours après l'annonce d'une blessure ou de réaliser quel sera le procédé pour pouvoir guérir de ces blessures sont très compliqués, forcément. Mais très vite, on va dire que j'arrive à me mettre dans une positive attitude. Chaque jour est une victoire. Chaque fin de journée, après ayant fait une rééducation et on travaille avec le kiné, le préparateur physique, on voit des avancées. Et entre guillemets, grâce à cet état d'esprit, on va dire que dans mon malheur des grosses blessures, j'ai jamais eu un problème durant une rééducation. On va dire, toutes mes rééducations se sont passées très bien de la première journée jusqu'à à la dernière. Enfin, très bien, voilà, pas sans douleur, etc., mais sans retard, sans réinfection à cause de l'opération, voilà, plein de choses que d'autres joueurs peuvent vivre. Mais c'est sûr que mentalement, c'est l'idée d'être positif et de chaque jour être une victoire est quand même très importante. Voilà, juste le fait pour une blessure au dos, comme j'ai eu une opération au dos, de prendre une douche, de pouvoir se lever du lit, de pouvoir dormir sans douleur, de pouvoir, voilà, des petites choses simples, mais qui au final on pense acquises, mais qui sont très importantes, quoi, parce que cette année au CSK, comme tu l'as dit, j'ai eu très grosses blessures. Et sur ces grosses blessures, du coup, deux grosses opérations, tu dors pas bien parce que t'as mal, parce que tu es en souffrance, etc., etc. Donc juste le fait de pouvoir redormir sans être réveillé par la douleur, sans devoir prendre un cachet, etc. Voilà. Chaque petite avancée pour moi était une victoire et j'ai toujours eu cet état d'esprit dans toutes mes blessures et rééducations, quoi. C'est fort, parce que jamais tu te Mm. dis j'en ai ras-le-bol, j'arrête quoi. Pas à cet âge-là. Après, vraiment, mes Ouais. très grosses blessures, je les ai eues plus tôt, en fait, ce Hum. qui est bizarre. Donc, de 18 à mes 26 ans. Et depuis, voilà, je me blesse de temps en temps, musculairement, voilà, une cheville, des choses comme ça, mais pas de blessures de cette importance. Et au jour d'aujourd'hui, je peux pas te dire comment je réagirais sur une Ouais. grosse blessure. Oui, t'as pas le même âge, t'as pas la même J'ai pas le expérience. même âge, Ouais. pas le même vécu, voilà, je pourrais pas te dire que je continuerai ou j'arrêterai tout, mais c'est sûr que ça serait plus compliqué que quand tu as 24, 25, Hum. 26, voilà, toujours une vision un peu plus lointaine, là, ça compliquerait la chose. Ouais. Mm. Ouais. Non, là, physiquement, tu t'es bien là pour attaquer cette Ouais. nouvelle Et saison. Ouais, c'est nickel, je suis bien. cool. Ouais. Ouais. C'est cool, c'est cool. Du coup, pour en revenir à Fuenlabrada, Mhm. ouais, j'ai mis un petit accent, dis donc. Lucas C'est serait vrai, content. là, Est-ce que, alors, on se disait avec Romain, Fuenlabrada, tu vois bien l'histoire qu'il y a avec le Partizan. mhm. Est-ce que c'est une symbolique forte pour toi? Oui, Ou c'est du bien passé sûr, parce que c'est non. 92 et que, enfin, on veut Mm, nous saouler de la Dream Team 92, on dit que c'est oublié, c'est terminé. Mais voilà, cet amour entre les deux clubs, enfin voilà, cette entraide mm. qu'il y a eu, est-ce que pour toi, ça représente quelque chose? Oui, beaucoup, beaucoup, parce que le Partizan reste, ça fait presque maintenant 10 ans, enfin plus de 10 ans que j'y Mhm. étais. Mais ça reste un club très spécial pour moi et on me le rappelle presque tous les jours. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a joué en Coupe d'Espagne contre un jeune joueur serbe que je connaissais pas, à la fin du match, m'a demandé une photo. Il m'a dit, t'étais une de mes idoles, c'est pourquoi j'ai commencé le basket au Partizan, mon équipe préférée. Voilà, donc et on me le rappelle souvent avec tu sais, le documentaire qu'il y a eu sur Canal+ aussi. Il y a quelques jours, on m'en a encore D'accord. reparlé. Donc ce club revient énormément. Euh,
donc c'est ancré en moi. C'est vraiment quelque chose, 10, 12 ans après, qui continue à vivre et qui est très intense. Euh, et aussi parce que quand j'étais au Partizan, donc en 2012, je crois, la saison 2012-2013, on est venu en Espagne jouer contre Fuenlabrada, le match des 20 ans du titre. Des 20 ans du titre. Hum. Et c'était une énorme expérience, une salle pleine. Et là, j'ai vraiment compris la chose. Le partisan de Fuenlabrada, comment ça s'est passé, comment les gens ont vécu la chose. Donc forcément, en signant ici, j'avais ça dans un coin de la tête et on me l'a rappelé assez vite parce que j'étais à peine arrivé dans la salle qu'on m'a demandé de faire des photos avec un maillot spécial ou devant ils ont comment dire, un grand écusson sur le toit de la salle avec le titre du partisan en Euroleague. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours présent. Et pareil au match d'il y a 2 jours, au match contre Flamengo, dans la salle, j'ai pu en voir 5-6 des maillots Ouais. partisans Fuenlabrada. Donc même pour eux, c'est en Espagne, ça reste quelque chose de très important. Ok, c'est fou. Bon, du coup, on va mettre les pieds dans le plat, hein. Voilà, on va finir par en parler de T'as ce tendu une partisan. grosse perche. On imagine que tu suis leur actualité. Souvent, bon, on voit des petits messages que vous laissez sur les réseaux sociaux pour le club. Euh, Comme tu le sais, ils ont passé une saison assez compliquée sur l'Euroleague. Ils ont presque tout changé. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, forcément, ils ont passé une saison un peu plus compliquée, mais en même temps, la saison d'avant avait été tellement extraordinaire que c'était un peu compliqué comment dire, de refaire ce qu'ils avaient pu faire la saison d'avant, quoi. Les gens, forcément, quand on fait une bonne saison, ont plus d'attentes, il y a plus de pression, mais voilà, des joueurs cadres sont partis. Donc forcément, la saison l'année dernière a été plus compliquée. Et cette année, comme tu dis, ils repartent de presque zéro. Ils ont signé quoi? 9, 10 joueurs, donc presque tout un Ouais, effectif. même plus, je crois Voire qu'il y plus, a eu hein, voire 13 plus, ouais. signatures, hein. Il restait Voilà, ouais. Koprivica et la prolongation de Obradovic. Voilà. Donc tu vois, c'est énorme, c'est énorme. Donc forcément, il y a quelques joueurs dans cette équipe qui n'ont pas encore connu l'Euroleague, des joueurs majeurs, d'autres qui sont aguerris. Donc voilà, il y a un mix très intéressant. Je trouve le talent est là. Et après, il faudra voir comment la sauce prend parce que voilà, au final, le Partizan peut être aussi bon qu'il est. On regarde un peu les autres effectifs, les autres clubs. Il y a du lourd. Il y a du lourd hein, cette année en Euroleague. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire une bonne saison, mais que ça peut prendre un peu de temps pour vraiment cliquer. Parce que avec tout ce renouvellement de joueurs, c'est compliqué d'arriver et d'être prêt tout de suite au niveau attendu pour le premier match, quoi. Donc oui, je les suis énormément et voilà, ça reste un club qui est spécial à mes yeux et c'est pourquoi je les suis, quoi. Il y a la Ouais, jurisprudence Panathinaikos quand même. Effectif renouvelé à 95% et champion de Exactement, l'année dernière. Donc le partisan, exactement. on peut y croire un petit peu. Mais bon, me chauffe pas Exactement, trop. non, c'est bien de le dire. Après, quand tu recrutes des Sloukas, des Le Sort, des choses comme ça, c'est un peu différent. c'est pas les mêmes CV. C'est pas les mêmes CV en Euroleague et voilà, donc c'est un peu différent. Même si je suis d'accord avec toi, de renouveler autant un effectif et de gagner dès la première année, je sais pas si on a déjà Hmm. vraiment vu ça, quoi. Donc chapeau à eux. Je reviens sur ce fameux doc du partisan. Où, Mhm. moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est alors je sais pas si c'est pas Zelchko, mais Duvosi, on va le Dushko. couper. Dushko. Duško Vjosević. Ouais. Je sais pas si c'est lui ou un assistant qui est avec un manche à balai, qui est en train de faire shooter alors Bogdanovic ou Bertens. Et Ouais. le mec, tant que t'as pas mis 200, 300 shoots d'affilée, tu vas pas les manger. Et l'autre, tu le Mhm. vois shooter, shooter, shooter. Et je voulais savoir, jouer pour un mec comme ça, qu'est-ce que tu retiens en fait?
Enfin, voilà. Déjà, le mec qui avait le balai, alors je sais pas si c'est sur le documentaire, mais il y a d'autres vidéos qui sont sorties, c'est Pera Bozic qui a failli signer à Paris en tant que coach Ah, principal. yes. Ah, ok, ouais. Donc, Ah, mais le coach des euh, London Lions, là, c'est C'est ça, ça, Wenger? ouais. exactement, Ok. exactement. Ouais. Après, je sais pas si c'est exactement dans ce documentaire, mais je sais qu'il y a une autre vidéo qui a tourné où Bogdanovic justement faisait ses shoots avec Pera Bozic qui tenait son petit balai là en face de lui. Mais oui, c'est un des exercices qu'il aimait bien faire. Euh, Moi déjà, il faut remettre tout dans ce contexte. Quand j'y vais, j'ai 20 ans. Moi, Mm. je suis fan du Partizan depuis que j'ai 16 ans, mais j'ai vraiment vu la ferveur et vraiment avoir ce rêve et cette vision d'un jour jouer dans cette équipe au Final Four à Paris en 2010, où ils y sont. Moi, je suis à l'INSEP et j'ai la chance d'aller voir tous les matchs à Bercy. Et c'était énorme, quoi. J'ai tout de suite, je suis presque tout de suite tombé amoureux de cette équipe, de ce coach, de voir autant de jeunes joueurs sur le terrain et d'arriver d'être à un tel niveau. Donc forcément, une fois que j'ai eu l'offre de jouer pour le Partizan avec Duško Vujošević qui revenait aux manettes à cette époque-là, parce qu'il était parti une année au CSK où ça s'était pas très bien passé. Le coach mythique du club, plus dans un club comme le Partizan, avec une équipe de jeunes joueurs. Donc moi, c'était un de mes rêves, quoi, on va dire. C'était ce qui me faisait Ouais, vibrer. Après, t'as ce que tu rêves et ce que tu vis. c'est ça. Et là, c'est sûr que c'était pas facile tous les jours. Euh, c'est quelqu'un de dur, d'exigeant, très précis, mais c'est aussi comme un deuxième père, on va dire. Sa façon de manager son équipe, comme je te l'ai dit, on était une équipe de jeunes, on avait, je crois que c'était 21 ans de moyenne d'âge, et encore. Et encore, je crois que c'était 20,8, un truc comme ça, pour te dire. Euh, et de prendre soin de nous, de veiller sur nous. C'est un peu Giroud, quoi. C'est Giroud, en fait. C'était sur le terrain, certes, mais aussi en dehors. Oui, on s'entraînait 8 heures par jour. Il s'occupait de nous, de nos sorties, il nous donnait des livres à lire, des films à regarder. Voilà, c'est Giroud. C'était Mm. Giroud en serbe, donc encore plus costaud et plus, on va dire, en s'exprimant un peu plus. Euh, mais j'ai adoré souffrir à ses côtés, j'ai adoré jouer pour lui. Et on a toujours une connexion spéciale alors qu'on parle pas le même langage. Alors Mm. je comprends pas mal le serbe, mais pour parler c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai une admiration pour ce monsieur-là et je pense que je suis pas le seul. Euh, et voilà, c'est un grand coach et un grand homme. Est-ce que, alors tu viens de parler de Vujošević, est-ce que dans cette génération-là, tu as eu une relation importante aussi avec quelqu'un d'autre, que ce soit staff, joueur, un lien qui est indéfectible? Ça va aussi avec la question suivante, c'est-à-dire que ben, les joueurs de cette époque et même les joueurs du Partizan gardent beaucoup d'attache à ce club. Voilà, est-ce que vous êtes tous ensemble encore? Jolo Vergne, Bogdanovic, etc. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce qu'il y a ce lien encore très spécial? Est-ce que tu avais une relation différente avec un autre plus que les autres? Ou voilà, est-ce que Mm. c'est vraiment le groupe en entier? Oui, à cette époque-là, le groupe en entier, comme je t'ai dit, on avait 21 ans de moyenne d'âge. C'était jouer dans des atmosphères comme ça. C'était à une époque aussi le président de la Serbie avait changé. Et donc le président actuel, Vučić, qui est un fan du Red Star, avait mis beaucoup plus d'argent pour Zvezda, donc le Red Star. Igor Rakočević venait de signer, il y avait des gros noms qui venaient de signer. Et en fait, c'est aussi l'histoire de ces deux saisons où j'arrive là-bas. Le Partizan a beaucoup moins d'argent qu'avant.
doit faire encore plus confiance aux jeunes qu'il le faisait avant. Euh, et on commence la saison en perdant, en pas se qualifiant pour le top 16 d'Euroleague. On perd à Bamberg après prolongation sur un tir au buzzer. Si on gagnait, on était au top 16. On perd nos 2 premiers matchs, je crois, contre le Red Star, dont un match, on se prend 20 points. Et derrière, tu as toute cette période, puisqu'à l'époque, il y avait top 16 encore. On jouait Mhm. pas le top 16, donc on n'avait plus qu'un match par semaine de janvier jusqu'à avril, on va dire. Et là, on a bossé, mais c'était un truc de malade. On était des ouais, des fous acharnés du travail. Et derrière, tu bats l'Étoile Rouge en finale d'Adriatic League pour retourner en Euroleague. Tu bats l'Étoile Rouge en finale de championnat serbe. Avec cette atmosphère qu'on peut imaginer et qu'on connaît, qui était monstrueuse, qui l'est toujours, hein, mais jouer dans la Halle Pionnier, c'est quand même encore différent, on va dire. Voilà, l'Arena, bien sûr, il y a 20 000 personnes, c'est incroyable, mais la Halle Pionnier, c'est quelque chose de magique, cette ambiance-là. Donc, forcément, ça crée des liens très forts. Geoffrey Lauvergne, voilà, j'ai eu la chance d'être avec lui à l'INSEP, l'équipe de France jeune, l'équipe de France A, Fenerbahçe, euh, Partizan. Il a joué au Žalgiris, aussi le deuxième Français à avoir joué au Žalgiris, ou le troisième après Toupane aussi. Moi, j'étais le premier. On a joué dans tous les mêmes clubs, en fait. Et à Lyon, j'ai joué à Lasvel. Mm. Et donc forcément, c'est mon meilleur ami, le parrain de ma fille, etc. Donc, je le compte même pas là-dedans. Mais oui, Vladimir Lucic, Bogdan Bogdanovic et Dragan Milosavljevic sont 3 mecs avec qui sont presque devenus aussi mes meilleurs amis, quoi. On s'écrit toujours, presque toutes les semaines. On se voit quand on peut se voir, l'été, etc. Donc oui, avec ces 3 mecs, on a créé vraiment des liens très forts. Mm. Je suis gros fan des 2 premiers joueurs que tu viens de citer. Ouais, Gros fan. moi Et aussi. Il y en a un si... je suis pas le seul, je crois. Ah, il y en a un, si vous voulez venir boire un café à la maison, je dis pas non, hein. C'est clair. Ouais, je descends Limoges aussi. Il y a Parce le que problème. si je dois vite me dévoiler, alors bon, t'as compris que j'ai kiffé votre génération, que je suis fan du Ouais, Partizan, mais alors Bogdan Bogdanovic, je pense que je saoule tout le monde avec toute ouais, l'année. Voilà, donc d'accord. si un jour vous voulez boire un café à la maison, hein, Bah, moi, écoute, voilà. je te raconte une petite anecdote. Moi, moi, je le connais, Bogdan, depuis qu'on a 16 ans. On est de la même génération. On joue l'un contre l'autre à plusieurs reprises dans les équipes internationales jeunes, les tournois, etc. Et quand j'arrive au Partizan, donc j'ai 20 ans, et j'arrive, il y a dans l'équipe Danilo Andjukic, qui était à 20 ans titulaire en Euroleague, etc. Et le petit jeune du bout du banc, c'était Bogdan Bogdanovic. Voilà. Donc moi j'arrive, Bogdan il est à 115 kilos, il sort tous les soirs, voilà, il jouait pas quoi, tu vois, et il était énorme, c'était une patate le mec. Et Vujošević re-signe au Partizan, donc j'arrive. Et là, Vujošević le prend, lui dit, écoute, finis les sorties, tu finis, tu me donnes les clés de ton appartement, etc., etc. Il bouge Andjukic au bout d'un mois. Il lui dit, écoute, on n'a pas besoin de toi, Bogdanovic, quoi. Donc Andjukic part quelque part. Et là, il commence à jouer vraiment Bogdan. Et en un an, le changement, c'était la folie. Bah, en un an, c'était Bogdan qui fait 115 kilos, qui joue pas une minute, à le mec qui était à 17 points de moyenne en Euroleague et qui va signer au Fener pour des millions, quoi. Ouais, Donc ce changement-là, il était impressionnant, mais bon, euh, il y avait 2 joueurs où le coach était vraiment, vraiment sur eux. C'était lui et Davis Bertans. Mais quand je te ah dis bah, sur eux, c'était phénoménal, hein. C'était le jour et la nuit. Donc voilà, respect à eux d'avoir tenu. Et maintenant, on voit quelle carrière ils ont faite. clairement. Et, euh, et c'était top de voir cette évolution aussi rapide, on va dire. Eh bah, tu hérisses l'épaule de Romain en citant ces 2 joueurs. Oh bah, Voilà. bah,
Ah là là. Ah, Ouais, Les, on le j'imagine. les sent anecdotes rougir. comme ça. Ah, bah, on peut rester toute la nuit, tiens. Ah, puis, il y a une phrase du reportage de Canal où il dit, c'est Bertens qui dit It will pay off one day. Bon, voilà, je Ouais, crois qu'on a là le c'est résumé de ça. la situation. C'est ça, exactement. Exactement, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, pour faire la transition, ça tombe bien, tu parlais du Fener, on est sur le Partizan. On va parler d'un autre coach qui, moi, Mhm. je suis ultra fan depuis longtemps, Monsieur Zelko Obradovic. Si tu pouvais, enfin, on comprend, on a bien compris que tu avais une relation particulière avec ton premier coach du Partizan. Avec lui, comment tu as vécu tes 3 années au Fener? J'ai fait seulement deux au Ah, Fener. Ah oui, Oui, pardon, excuse-moi. même 1 an et demi, parce qu'après je suis allé au Barça en cours de saison. Ah, exact. Pardon, Mais excuse-moi. avec lui, on a fait seulement 1 an parce que c'était la période Covid. Donc voilà, je l'ai eu de septembre à mars, on va dire. Petite expérience, Euh, ouais, du coup. Petite expérience et une expérience un peu en fin de cycle. On sentait que ça faisait 7 8 ans qu'il était au Fener. On sentait un peu la fin d'un cycle, ouais, Hum, honnêtement. Donc voilà, j'ai pas vécu l'expérience avec lui à 10 000%, comme on pourrait s'y attendre, avec le Covid qui arrive, voilà. C'était c'était pas évident, mais un coach énorme, hein. Coach énorme, voilà, tactiquement, dans tous les aspects. De toute façon, un mec, ça fait 30 ans qu'il est au plus haut niveau. En 30 ans, le basket a tellement changé et il continue à être comment une référence et innovateur dans tellement d'aspects, de domaines. C'est totalement exceptionnel, quoi. hum. On lui doit tellement de choses dans le basket, en fait, quand on regarde vraiment euh, le small ball, c'est presque lui. J'ai une connerie, là, j'ai vu la dernière fois. Voilà, sur tous les connaisseurs de basket, on appelle ça le Spanish pick and roll. Ouais. Donc, Spanish pick and roll, ils disent que ça a été démocratisé alors je sais plus, 2008, 2010, 2012, par Scariolo au mondial de ces époques-là. Mais quand tu vois un match du Panathinaikos de 2004, 2005, il est déjà en train de le faire, quoi. Tu vois ce Hum, que je veux dire? hum. Donc ça devrait s'appeler l'Obradovic pick and roll, mais L'Obradovic pick and roll. non, non, mais Ouais. c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais il est tellement en avance sur son temps avec des idées innovatrices, des choses. Alors moi, je me souviens qu'on était au Fener, j'étais avec Nando De Colo, euh, et en gros, il nous a déconstruit, enfin, sans rentrer dans le mauvais jeu de mots ou quelque chose, mais il nous a déconstruit basketement parlant. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris depuis que tu es plus jeune, fermer le milieu, envoyer baseline, de te mettre dans cette position, enfin, ne pas aider côté balle, aider de l'opposé. Ben, en fait, il a dit, bah, vous oubliez tout, c'est totalement l'inverse. Donc Waouh. Comment te péter? voilà. Donc tout était et on se regardait avec Nando, il m'a dit en rigolant hein, bien sûr, mais il dit, s'il passe au diplôme là, au BE français, diplôme d'État, mais il l'a pas, hein. Il l'a pas parce que il y a rien qui va dans ce qu'on faisait, tu sais, d'ouvrir le milieu, d'aider toujours côté balle, je sais pas, voilà, que des choses comme ça. Donc quand je te dis qu'il est une batteur, il est en avance, bah, pour être à ce niveau-là depuis 30 ans, vu comment le basket a évolué, de toute façon, Ouais, il y a pas de secret, hein. Pas de secret. c'est Mm. clair. Il est immortel, ce garçon. Ouais, c'est Il sûr, est c'est sûr. immortel. Donc, du coup, on est sur l'Euroleague. Euh, Ça a pas mal évolué. Qu'est-ce que tu penses du niveau depuis quelques saisons là? Parce que là, je pense qu'on va arriver sur une saison qui va être costaud, costaud quand tu vois les Ouais. recrutements. Ah, mais Comment c'est tu as vrai que vu l'évolution de l'Euroleague là depuis, ouais, je sais pas, on va peut-être pas remonter jusqu'à 10 ans, mais voilà, sur. bah, encore une fois, le jeu, on parlait de 30 ans d'évolution, mais depuis 10 ans, le jeu a aussi énormément changé, hein. Depuis que j'ai commencé en pro jusqu'à aujourd'hui, donc 14 ans, le jeu c'est presque deux sports différents, on va dire. Donc forcément, le jeu a beaucoup évolué, les mentalités aussi, hein,
c'est important. Voilà, le monde a évolué avec les réseaux sociaux, les mentalités ont évolué. Donc, on va dire que tout évolue. Et après, si on parle vraiment de basket, j'ai l'impression que ça fait quelques années que tous les ans on dit, ah ouais, cette année-là, c'est costaud, c'est une des meilleures qu'on ait jamais vues. Et encore et encore et encore. Donc, forcément, tout ça, ça tire le basket vers le haut. On voit des salles pleines de partout, voilà, des joueurs de renom qui reviennent en Europe ou qui plébiscitent l'Europe. Quand tu as des Doncic, des Jokic, etc., qui parlent autant de l'Europe et de l'Euroleague, voilà, ça prouve des choses, à quel point ce championnat est aimé, parce que nous, on voit un peu, entre guillemets, avec nos petits yeux de Français, c'est pas forcément ce que les gens qui aiment le basket regardent, on va dire, en France, mais dans d'autres pays, voilà, c'est une culture aussi de regarder l'Euroleague, le Žalgiris en Lituanie, des clubs serbes en Serbie. Voilà, euh, ce championnat a une énorme importance en Europe et il évolue dans le bon sens, je pense. C'est pas évident Alors, dans la conjoncture actuelle, forcément, mais voilà, l'amour du basket et de ces clubs restera quoi qu'il arrive, quoi. sans vouloir te faire d'injure et limite te traiter de vieux, parce que je suis de la même génération que toi, Léo, donc ça serait vraiment de D'accord. faire mal. Mais est-ce qu'il y a un joueur de là actuellement qui aurait une similarité avec ton jeu, dans lequel tu te reconnais? Euh, Comme ça, là, en Euroleague, je sais pas, mais j'aime beaucoup euh, regarder Bourg-en-Bresse pour voir. J'aime beaucoup Hugo. Oui. Ouais, j'aime beaucoup Hugo. Je pense que il a quelque chose. J'adore Bourg-en-Bresse pour multiples raisons. Pour leur évolution, leur stabilité, ce qu'ils apportent au basket français, c'est vraiment énorme et encore plus quand voilà il y a des mecs comme ça, là Hugo, euh, j'adore le voir jouer. Ouais. Ok. Benitez, mais après en Euroleague là comme ça, tu m'as pris de court. Euh, je vois pas trop comme ça, mais c'est vrai que Hugo Benitez, j'aime beaucoup et je me revois un peu en lui quand il était jeune, on va dire. Bon, bah, Pareil, je j'aime crois que bien. c'est ouais. Quand j'étais jeune, parce que lui, C'est un gamin. C'est un gamin, ouais. ouais, Moi, je l'ai, plus tant que ça, mais ouais, voilà, moi, je l'ai ça reste, découvert en finale de Coupe de France cadet, je crois. Et ça passait sur d'accord. YouTube et déjà, tu voyais il avait quelque chose en Ouais. plus que, Mm. en plus, ouais, c'est clair. Ouais, Ouais, non, mais c'est sûr. C'est je vrai. pense que c'est la bonne enfin, comparaison entre guillemets, quoi. Ça me Mm. paraît logique quand tu le dis. Bon, il y a pas mal de joueurs NBA ou estampillés NBA qui viennent de rejoindre l'Euroleague, dont le Mhm. retour qui a été très médiatique d'Evan Fournier du côté de l'Olympiakos. Euh, on est tous d'accord pour dire que c'est ultra positif pour le basket européen. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a bon, déjà là, on parlait tout à l'heure avec ma femme, la guéguerre Panathinaikos, Olympiakos, je recrute lui, moi je recrute lui. Là, c'est quand même quelque chose d'énorme ce qui s'est passé cet été dans ces deux clubs. Et pour revenir à Evan, j'ai beaucoup parlé avec lui là ces 5-6 derniers jours. Euh, il est extrêmement heureux et comme tu dis, c'est très positif de revoir ces joueurs qui n'avaient pas forcément l'idée d'un jour de revenir en Europe et de revenir, de s'extasier pour ce qu'il a vécu déjà, on va dire. En 6 jours, voilà, on a vu toutes les vidéos à l'aéroport, Hum, etc. Et c'est vrai qu'Evan est parti très tôt en NBA, n'a jamais joué en Euroleague et toute cette passion, il connaît pas encore vraiment quoi. Je lui ai expliqué, on va dire plein de choses par rapport au basketball d'Euroleague, de qui est avec qui, etc. Voilà. Euh, mais j'adore. Je suis tellement content de le revoir en Europe et de surtout de pas ronger sa peine, on va dire, parce que je sais que c'est un énorme compétiteur. Je sais qu'il a envie de gagner des titres, de vivre des émotions surtout.
Parce qu'au-delà de gagner des titres, je pense que c'est un des plus gros moteurs, vivre des émotions et je sais qu'à l'Olympiakos, il va en avoir quoi qu'il arrive. Donc je suis extrêmement content pour lui, hein. Ah, c'est cool. Bon, de toute façon, Ouais. ça s'est vu quand il a découvert le public à l'Olympiakos, hein. Il avait une Ah, tête d'enfant, hein. et il s'y attendait pas du tout. Ouais. Il m'a dit c'était la folie, c'était la folie. Ouais. Il me Ouais, tarde de voir le derby Panaoli. ouais, ça va être Surtout quelque Evan chose. qui aime bien, tu vois. Ouais, Franchement, j'ai trop hâte de ouais, voir ça. ouais, ça va être quelque Trop chose. Ça hâte. va être quelque Ouais. chose, ouais. C'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, on voit le côté positif pour nous. Justement, qu'est-ce que tu penses de l'obstination de certains jeunes à vouloir aller en NBA, peut-être parfois trop tôt, quitte à passer par la case G-League ou pas du tout jouer? Quel regard as-tu, toi, qui es un passionné et un mordu de basket? Écoute, je connais pas énormément bien ces niveaux, enfin la J-League, parce qu'encore une fois, moi depuis que j'ai 20 ans jusqu'à aujourd'hui, elle a énormément évolué, plutôt positivement, on va dire, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, voilà, de ce que j'ai compris, c'était assez un peu la jungle, quoi, un peu la jungle. Après, il y a toujours, pour moi, il faut le voir des deux côtés. Il faut voir le côté, voilà, formation française, le basket, etc. Mais il faut aussi voir le côté du joueur. Forcément, chaque cas est à part. Après, j'ai toujours eu un peu de mal avec le double discours des clubs qui dit ah, il part pour jouer en G-League, mais qui derrière recrute deux Américains qui viennent de G-League, tu vois. Donc pourquoi lui, il n'a pas le droit d'aller en G-League, mais eux, ça les empêche pas de recruter des joueurs qui ont joué depuis 3 ans en G-League, qui ont jamais connu l'Europe. Donc déjà, il y a ce double discours qui moi, m'embête un peu des fois dans le basket français, mais aussi européen, hein. Euh, Ensuite, tout est une question d'opportunité, en fait. Eux, leur rêve, c'est d'aller en NBA, donc je peux comprendre, de se faire drafter, d'essayer d'aller jouer en NBA. Par contre, ce que je comprends un peu moins, c'est de s'obstiner quand on voit pas d'amélioration de son statut ou euh, de ce qui ce qui peut se passer. Donc, je comprends d'y aller, d'essayer 2, 3, voire 4 ans, aller. Mais derrière, voilà, c'est bon. Il y a d'autres championnats, d'autres choses à faire. Si on aime vraiment le basket, je pense que le basket de haut niveau, il y a d'autres choses à faire que de la G-League. Donc, je comprends l'intérêt d'y aller pour pouvoir peut-être un jour toucher du doigt son rêve de jouer en NBA. Voilà, moi je t'ai dit, mon rêve c'était de jouer aux Partisans. J'ai eu un rêve, je l'ai fait, donc je comprends que d'autres ont un autre rêve et de pouvoir s'y accrocher, tu vois. Mais tout en tenant conscience que voilà, ça peut ne pas marcher et que derrière ça, il y a des choses magnifiques à vivre euh, et de très bien gagner sa vie aussi ailleurs, quoi. Donc voilà, je comprends, mais en même temps, l'obstination, des fois, voilà, c'est un peu plus problématique pour moi. Ouais. Ok. On va parler d'un de tes anciens clubs, Monaco. Ils ont fait un bon mercato. Il y a Korkmaz qui est Mhm. revenu, Calates, Papagiannis. Est-ce que tu les sens capables et armés pour retourner au Final Four, qui reste un de leurs objectifs de la saison, et gagner le titre? Oui, bien sûr. Après, au final, les 2 dernières saisons, ça se joue à rien, hein. Voilà, au Final Four, souvent, tu jettes une pièce en l'air et voilà, toutes les équipes se valent. Une fois que tu arrives au Final Four, voilà, c'est la plus forte sur le moment, sur le match, sur 2 heures qui l'emporte, quoi. Et l'année dernière, au playoff contre le Fener, voilà, pareil, Match 5. Hum. match 5 ça joue sur une dernière possession. Voilà, c'est comme ça, c'est le basket. C'est pour ça aussi qu'on adore ce sport parce que rien n'est prévisible à l'avance. Euh, et voilà, ils ont gardé leur socle de joueurs en rajoutant 3 très bonnes recrues, je pense. Donc forcément, ils seront encore dans les favoris. Après,
encore une fois, est-ce que c'est suffisant pour aller la gagner? Voilà, Pana a très bien recruté, Olympiakos très bien recruté, Madrid est toujours là. Encore une fois, euh, j'étais chez Chacho il y a 2 jours, parce que c'est aussi un super ami à moi. Et on parlait. Il est l'exemple vivant parce que l'année où Madrid gagne l'Euroleague à Kaunas, donc il y a 2 ans, il tout le début de saison jusqu'à à mars, il joue presque pas ou il joue à peine, il est blessé, le coach ne le fait pas trop jouer, etc. Et de mars à jusqu'à la fin du Final Four, il est monstrueux. Il est monstrueux, que ce soit les playoffs d'Euroleague, le Final Four. Pour moi, c'est lui qui les fait gagner, hein. Que ce soit les playoffs ou même le Final Four. C'est lui le facteur X qui augmente encore le niveau du Real Madrid. Euh, donc c'est ça un peu le playoff et les Final Four, c'est l'équipe qui arrive à être la plus forte possible en avril et puis en mai. Voilà, c'est pas, t'as bien beau bien démarrer la saison, ça veut rien dire qu'en avril tu seras pas forcément la meilleure équipe. Donc c'est pour ça que j'aime autant l'Euroleague aussi. Tu peux jamais rien savoir, jamais rien savoir. Après certes, quand tu vois les effectifs, Monaco est armé pour retourner au Final Four. Et après voilà, c'est une fois que tu es au Final Four, tu gagnes ou tu perds. Voilà, c'est comme ça. Rassurons donc les supporters de Monaco qui sont plutôt inquiets après les matchs de préparation. Ouais, non, mais Voilà. les équipes d'Euroleague, généralement, match de prépa, Oui, puis bon, il voilà, n'y a pas même, Mike James, il n'y a pas. Enfin, voilà, oui, oui, mais surtout les équipes comme ça, avec beaucoup de joueurs assez expérimentés, une équipe ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Voilà, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Oui, il faut se roder, il faut Mm. incorporer les Oui, nouveaux. voilà, voilà, les mecs pré-saison, voilà, c'est une pré-saison pour les joueurs d'Euroleague parce que derrière, quand t'enchaînes 10 mois avec le rythme qu'ils ont, t'as pas forcément, voilà, c'est un Mm. peu compliqué. La pré-saison, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs d'Euroleague, on va dire. C'est un Hmm. peu plus cool que pour certains clubs à des niveaux inférieurs, on va dire. Mm. On va se retrouver avec 3 clubs français l'an prochain Mhm. en Euroleague. Ça fait un petit moment, je pense qu'on n'avait pas vu tout ça. Euh, le basket français se porte super bien finalement. Ah oui, bah top, top. Ouais, non, je suis vraiment, vraiment content. En plus, avec des équipes performantes, on va dire. Bah, sur l'Asvel, un peu moins bien depuis 2 ans maintenant. Mais on va dire leur entrée en Euroleague, dans cette ligue fermée, a été très bonne. Les deux, trois premières saisons, avec de très bonnes impressions. Une équipe qui était très, très dure à jouer, très chiante. Voilà, ils sont un peu en baisse ces 2 dernières années, mais voilà, ça va revenir. Et Paris qui a une ascension fulgurante. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Ça va être compliqué à savoir, mais en tout cas, vu les joueurs qu'ils ont, le style de jeu, ça va jamais être simple de jouer contre Paris. Ça, c'est clair et net. Ils vont faire chier beaucoup, beaucoup d'équipes. Surtout là, comme je te dis, dans ces débuts de saison où les équipes sont pas encore rodées, je pense que Paris va plutôt bien commencer la saison. Et derrière Monaco, voilà, qui est une prétendante au titre. Donc, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu 3 équipes de ce niveau-là en Euroleague. T'en as parlé de Paris, ils font pas mal de bruit depuis quelques saisons. Ils ont remporté Mhm. l'Eurocup la saison dernière. Là, ils accueillent Thiago Splitter en tant que coach. Donc, bon, déjà, il y a un gros CV en plus. Est-ce que la symbolique d'avoir un club en Euroleague dans la capitale, c'est quelque chose d'important pour toi? Pour moi, pas forcément. Euh, voilà. Je comprends le business de l'Euroleague. En tant que joueur aussi, quand tu vas voyager, tu prends des avions, c'est plus facile d'aller à Paris que d'aller en contrée française, on va dire. Euh, Oh, tu peux le dire, Limoges, vas-y, ok. Non, mais c'est vrai. Moi, je te donne un exemple. Quand je jouais à Limoges en Euroleague, des fois, on devait partir 2 jours avant le match pour se rendre quelque part, tu vois. Donc, euh,
c'est même pas imaginable dans le calendrier actuel des clubs d'Euroleague. Sinon, tu vis plus chez toi, quoi. Enfin, mais Mm, mm. euh, ce que je veux dire, c'est que moi, voilà, j'ai joué à Limoges, c'était une ambiance phénoménale. J'ai joué dans dans des clubs, enfin contre des clubs qui ne sont plus dans cette Euroleague et pareil, c'était magnifique. Alors forcément, il y a une envie marketing, budgétaire, ce qu'on veut, que les grosses villes prennent un peu le pas. Ça, je le comprends tout à fait. Mais moi, personnellement, ça me dérangeait vraiment pas du tout d'aller jouer à Bamberg, à Limoges ou je sais pas encore jouer à Kiev, des choses comme ça, voir d'autres choses. Mais voilà, je comprends totalement le fait d'avoir beaucoup de grosses villes dans cette Euroleague. En tout cas, je suis extrêmement content pour Paris qui le mérite à 100%, hein, parce Oui. que voilà, on se disait au début, depuis qu'ils ont racheté la licence à Air Toulon, etc. Ils n'étaient pas tellement légitimes. Il y avait beaucoup de critiques à ce niveau-là, et là, ils ont mis tout le monde d'accord. On va dire, il y a pas de licence, il y a pas de, je suis pas légitime. J'ai gagné l'Eurocup, l'Eurocup, j'ai roulé sur tout le monde. Je vais en Euroleague. Donc moi, je suis très content à ce niveau-là pour qu'ils arrivent en Euroleague avec beaucoup de légitimité et de potentiel. Ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur club que Paris pour toutes ces choses-là. Ouais. Ok. Bon, bah, puisqu'on parle de déplacements interminables, etc., etc., mettons les pieds dans le plat aussi. Le projet de Dubaï arrive Ouais. gentiment. Alors d'abord en ABA League, voilà, donc la Ligue Adriatique, mais potentiellement sur de l'Eurocup, de l'Euroleague. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? J'ai peur que le fan de basket que tu es prenne un coup à ce niveau-là. Euh, j'ai- Encore une fois, je comprends toutes ces raisons économiques. Donc ça ne me choque pas, on va dire. C'était dans les petits papiers depuis quelque temps. Euh, mais dans le monde actuel, dans le monde sportif dans lequel on vit, ça ne me choque même plus. Surtout après le foot, la Coupe du Monde en plein hiver, voilà les États qui possèdent des clubs, etc. Donc forcément euh, la multipropriété. Moi qui est fan du Racing Club de Strasbourg, Ah oui, ah bah oui. j'ai l'impression que c'est le Chelsea Club de Strasbourg, mais le centre de formation. Donc tout ce genre de choses, ça fait depuis longtemps que je ne m'offusque plus trop parce que ça fait partie de la réalité de ce qui se passe, quoi, on va dire. C'est comme ça. Nous, on peut vraiment rien y faire. Après, moi, la seule chose que j'attends, c'est un peu comme Paris quand ils ont racheté la licence de l'IR Toulon, c'est de créer quelque chose de sérieux, de basket, d'avoir une envie de créer une histoire, des émotions, etc. Ce que Paris a extrêmement bien fait pour un club aussi jeune. Donc voilà, ça me dérange pas si c'est vraiment une recherche de s'implanter entre guillemets, basketement parlant, en Euroleague, je vais dire en Europe, mais c'est un peu loin de Hmm. l'Europe. Donc ça ne me choque plus, on va dire. Et, ça fait partie de la génération dans laquelle on vit. Ouais. Bon, ça va, t'auras deux, trois indices pour te donner des nouvelles du projet Ouais, Dubaï. ouais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, faut que j'appelle Danilo Anducic, là, ça fait une semaine qu'on a dit qu'on allait s'appeler, on s'est pas encore appelé, mais j'ai bien envie de savoir. C'est vrai que je pense que comme vous, je suis très curieux quand même de savoir comment ça peut se passer ou basketement parlant, tu vois, de comment les choses se déroulent à Dubaï et pour cette saison de Ligue Adriatique, quoi. Donc, euh, c'est pas quelque chose dont je suis fan, mais je suis quand même curieux de savoir. Alors bah vu la dernière signature, moi je me suis dit bon bah va falloir que je regarde tous leurs matchs. Malheureusement, je vais devoir tout regarder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc du coup, on a abordé deux grands coachs dans ta carrière. Euh,
le troisième, enfin, qui pour moi est aussi un grand coach, mais on va aborder le cas Saras Jakivicius. J'ai adoré le joueur. Nous, chez Upset, on le voyait comme un, enfin, on le voyait, on l'a vu, ouais, notamment sur Barcelone. On l'a vu comme un coach ultra rigide, qui laisse pas de liberté à ses joueurs. Euh, voilà, qui est vraiment, Ouais. son joueur doit rester un basket seul, qui doit être dans le cahier de sa race. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu l'as croisé aux Oui, oui. Algiris et tu l'as croisé à Barcelone. Donc, est-ce C'est qu'on se ça. fait une fausse idée ou c'est réellement un coach qui laisse rien passer à ses joueurs en fait? Euh, je pense que il y a un peu de vérité, mais c'est pas totalement ça, parce que il y a bien sûr il y a le basket qui prône, mais derrière dans le recrutement qu'il fait, il sait les joueurs qui choisit, leurs points forts, leurs points faibles. C'est un coach, certes, comme tu l'as dit, très système. Donc c'est son système de jeu et difficilement possible de sortir de la boîte. Mais en même temps, son système est créé en fonction des joueurs qu'il a et des qualités des joueurs qu'il a. Hum, Donc en fait, forcément, oui, le système, c'est dur de sortir du cercle, on va dire. Mais dans ce cercle, il y a tout ce que toi, tu es le plus qualifié pour faire, en fait. Donc ça t'aide dans un certain sens. hum, Après, c'est sûr que quand tu as des joueurs d'un talent un peu supérieur, comme à Barcelone, les joueurs souvent savent faire un peu plus de choses que juste ce qu'il y a dans ce système. Mais pour des équipes comme Žalgiris, à mon époque, où tu as un peu moins d'argent, donc t'as un peu moins d'argent que les gros, hein, moins de talent, on va dire, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire parce que voilà, avec notre équipe, on va en playoffs d'Euroleague, hum. ils vont aussi au Final Four d'Euroleague, personne ne les attendait. Donc donc forcément, dans une équipe comme Žalgiris, c'était ultra important et c'était énorme le travail qu'il avait fourni à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, dans une équipe comme Barcelone, quand t'as Mirotic, voilà, tous ces joueurs un peu plus d'instinct et de talent euh, ça peut un peu, on va dire, ralentir le joueur. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai un peu de mal à dire que euh, le passage de Charas à Barça était un échec. Enfin, forcément, il n'a pas gagné l'Euroleague, mais il était en finale, il était aux trois Hum. Final Four. Il était aux trois Final Four, il était en finale. On a perdu cette année-là de quelques points, deux, trois, quatre, je sais plus. Euh, Coupe du Roi, il doit en avoir deux. La Ligue, il doit en avoir deux aussi, ou deux ou trois. Euh, donc voilà, il n'a pas gagné le titre d'Euroleague, ce qui était le plus recherché. Euh, mais il a quand même fait trois très belles saisons, quoi. Clairement, clairement, clairement. Ouais. Et du coup, Donc, là, tu l'attends au Fener, tu vois comment sa saison au Fener, parce que ça a bah recruté déjà, sévère. c'était ouais, c'était super intéressant comment il a repris l'équipe, la façon de jouer. C'est ça que j'aime beaucoup chez Chara, c'est que voilà, je l'ai eu au Žalgiris, je l'ai eu à Barça. Mais ce qu'il propose au Fener, c'est encore quelque chose de nouveau. C'est encore une Hum, fois, euh, on revient à la même chose. Certes, c'est un coach de système, mais le système est fait avec les joueurs qu'il a. Il était très réfléchi, très pensé. Donc forcément, les joueurs de Žalgiris à, à Barça jusqu'à Fener sont tous différents et il crée un système pour ces joueurs. Donc j'adore ce renouvellement perpétuel d'idées. Après, c'est un peu comme Obradovic au final. hum. Hein. C'est des mecs qui sont tellement précis et ils connaissent tellement le jeu que c'est magnifique à juste les voir coacher, les détails des actions, etc. Donc euh, c'est sûr qu'ils vont faire une très bonne saison Fener. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend de ces équipes-là de gagner l'Euroleague? Donc, s'ils gagnent pas l'Euroleague, ça veut dire qu'il a loupé sa saison. Moi, je ne crois pas, Hum, hum. euh, mais c'est définitivement une équipe qui sera tout là-haut pendant la saison. Ouais. Ouais.
Pour rester sur le coaching, j'ai lu, ouais, ça fait un petit moment maintenant, tu, tu passes à l'après-carrière. Enfin, j'espère pour toi que c'est pas maintenant, mais tu parlais Mhm. d'être intéressé par le coaching. Ouais. Ouais, Tu mais- envisages toujours cette piste-là? ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, là, pas plus loin que à côté de moi, là, j'ai un de mes petits cahiers avec toutes Ah, mes trop bien. notes. Voilà, ça fait depuis le Partisan que Ok. j'ai quelques cahiers comme ça de tout ce que j'aime, tout ce que je vois quand je regarde des matchs, puisque j'en regarde beaucoup pendant la semaine. Voilà, j'arrête, je regarde. Oui, non, en fait, ce process, ça s'est fait naturellement. Et vraiment, depuis que je suis passé avec Charas, puis après Sacha Obradovic, puis après plusieurs coachs, en fait, m'ont dit, eh ben, il faut que tu sois coach. Faut que tu sois coach. Donc, ça a appuyé mon idée qui était déjà naturellement dans ma tête, on va dire. Et ça a vraiment mis un point d'honneur à me dire que j'ai envie de faire ça et je vais vraiment essayer ça. Alors, c'est un peu compliqué là parce que j'aurais aimé commencer tout ce qui est diplôme, etc. J'ai contacté la fédération, mais il n'y a pas la possibilité de le faire par correspondance, on va dire. Ah ouais. Donc malheureusement, je dois un peu attendre vraiment la fin de ma carrière. Je trouve que c'est un peu du temps perdu, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, de mon côté, oui, j'y travaille voilà. En plus, avec on va dire les contacts que j'ai depuis pas mal d'années. Tous les championnats, les clubs, les coachs que j'ai fait, je pense avoir un réseau assez intéressant pour justement Un chouïa, progresser un très vite chouïa. Un à petit ce réseau. niveau-là, ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ouais. Du coup, dans ta philosophie de coaching, tu te sentirais plus proche de de quel coach ou de qui tu pourrais t'inspirer? Enfin, je sais pas comment. Je suis curieux de tout ça Ouais, en fait. mais c'est un mix, hein. C'est un mix, ça j'en ai parlé aussi avec Charas, qui a eu aussi des grands coachs. Euh, il dit ça aussi. Il dit que lui, c'est un mix de tous les coachs qu'il a eu parce que là dans mon petit livre tu vois on parle on va dire que j'ai eu Obradovic, que j'ai eu Jaskevicius, Itoudis, Ah, j'avais oublié. Oh bordel, ouais. ouais, Bujocevic, etc. Mais dans mon livre il y a énormément de Philippe Hervé, Hmm. de Vincent Collet, de Moncho Fernandez que j'ai eu au Obradoiro parce qu'il y a des choses de leur basket que j'adore et que je trouve hyper intéressant. Euh, et donc c'est un mix en fait, c'est un mix. Hmm. Après moi, une petite anecdote encore. Euh, Pourquoi je doutais à un moment donné, alors que je savais au fond de moi que j'avais envie d'être coach, euh, c'est parce que en 2017, quand j'arrive au Žalgiris, vers la fin de la saison, j'ai eu presque que des coachs très durs. Duško Vujošević, donc Šaras Jaskevičius. Voilà, en France, ça allait. J'avais eu Philippe Hervé, mais toute ma jeunesse, mon apprentissage basket, on va dire, euh, j'ai eu des coachs très très durs, on va dire. Non, mon premier tour à Jalgué, c'est 2015, 2016-2017, pardon. Donc en 2016. Et, euh, et donc Charas, pareil, on est en soirée. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire après le basket? Je lui dis, écoute, je sais pas encore trop. À l'époque, voilà, j'avais 24 ans, même pas. Hmm. 24 ans, ouais, je sais pas. Il me dit, fais coach, que tu fasses coach. Et là, je lui dis, donc oui, oui, c'est dans un coin de ma tête, mais Charles, comment te dire? Il me dit, oui, dis-moi, dis-moi. Je lui dis, je me vois pas. Euh, donc, j'ai utilisé des gros mots, mais je vais éviter d'en utiliser au podcast. Je me vois pas être aussi dur que vous que vous ne l'êtes avec les joueurs. J'ai pas cette fibre-là d'être aussi pas intense, mais dans les propos surtout. Tu vois. Comment ils traitent leurs joueurs des fois, voilà, moi je suis français, c'est un peu différent dans comment on traite un joueur, comment on lui parle, etc.
Et il me dit non, 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 mais ça, t'as pas besoin d'être comme moi, comme Jelko, comme Duško Vujošević. Le seul point où tu dois faire gaffe et que tu dois rechercher, c'est d'aller à la limite de ce que ta personnalité peut te permettre. En fait. Et ça, je trouvais vachement intéressant. Mm. C'est-à-dire, parce que les joueurs, si tu triches, ils le savent. Surtout à ce niveau-là, les joueurs d'expérience, ils en ont vu énormément des coachs. Si tu leur mens, si tu, euh, comment dire, overact, si tu fais plus que, voilà, tu fais l'acteur italien, etc., les joueurs le sentent et derrière, ça devient problématique, tu vois. J'ai beaucoup aimé cette phrase et voilà, ça fait presque 8-9 ans qu'ils me la disent et euh, ça reste dans un coin de ma tête et quelque chose que je trouvais très intéressant et important. Mm. Donc voilà, un mix de tout ce que j'ai vu depuis le début, euh, mais pas un coach, voilà, c'est lui que je veux être. Non, c'est plus, je pense ça à gauche, à droite, Vincent Collet, Philippe Hervé, Jelko, Sacha Obradovic, voilà, un melting pot. Et ton Euh, expérience à toi aussi, du coup. Enfin, et mon voilà. expérience à moi, ouais. Ouais. Voilà, ouais. Oh là là, qu'est-ce que Ouais. j'aimerais être un jeune joueur à cette Oh purée. époque-là. Oh là là. Ah, c'est clair. Tu as évoqué Ouais. Vincent Collet, on va parler un petit peu de l'équipe de France. Comment tu as vécu l'été olympique avec des débuts difficiles, on l'a tous vu, et puis cette belle médaille d'argent finalement? Oui, oui, les débuts ont été très délicats, pas délicates. Euh, mais encore une fois, et deux poids, deux mesures. L'année dernière, on a fait une très bonne préparation, mais contre des équipes moyennes. On est arrivé au mondial, on s'est fait défoncer. Et cet été, on fait une préparation, à part le premier match contre la Turquie, on joue que des grosses équipes, quoi. Donc forcément plus dur, forcément moins de victoires et ça sautait moins aux œufs. Derrière, tu dois aussi intégrer un joueur hors norme comme est Victor dans un effectif qui est déjà pour la plupart en place depuis très longtemps. Donc forcément, c'est des réglages, des choses qui prennent un peu plus de temps d'intégrer un joueur comme lui, parce que forcément, tu dois jouer autour de lui, tellement il est fort et il change le cours d'un match. Euh, donc forcément, la première partie de la prépa et même de l'Olympiade a été plus compliquée que prévu. Et derrière, il y a eu un clic, un déclic. Hein. Ça, c'est pas possible autrement. Mais c'est marrant parce en Espagne, on en a parlé avec Chacho Rodriguez ou avec d'autres joueurs espagnols. L'Espagne a beaucoup fonctionné comme ça dans ses meilleures années. C'est juste que nous, on l'a pas vu. Mais ils ont toujours eu beaucoup de mal en poule. Et arrivé les matchs éliminatoires, ils défonçaient tout le monde. Mm. Donc forcément, c'est mieux de faire une compétition de premier match jusqu'au dernier match où tu domines, où t'es bien, t'es bon, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que t'as des matchs plus durs que d'autres, tu te cherches, voilà, mais il faut un déclic à un moment donné. Et voilà, c'est ce qu'ils ont eu en quart contre les Canadiens et derrière ça finit avec des émotions folles et des Jeux Olympiques magnifiques quoi. Donc voilà, très content du résultat et de ce que mes potes ont fait quoi. Forcément, il faut un petit mot pour la fin de l'ère Vincent Collet que tu as Mhm. connu forcément. Qu'est-ce que tu as à dire sur cet immense coach, souvent critiqué, mais immense coach quand même? De toute façon, quand t'es coach, tu t'es amené à te faire critiquer. T'es amené à te faire critiquer. Après, il y a aucun secret pourquoi il est là depuis. Il a fait quoi? Il a fait 12 ans, non, 15 12 ans. ans, 12 ans, 15 ans. 15 ans, 15 ans, Ouais. punaise. Mm. C'est monstrueux. Voilà, comme je l'ai dit, moi, c'est lui aussi au début qui m'a recruté quand je sors de l'INSEP à Lasvel, alors que je l'ai croisé. C'est un coach qui est particulier à mes yeux, que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, il mérite tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Les titres, les médailles olympiques, etc., etc. Et moi, je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'un jour, il aura cette chance de coacher peut-être une grande équipe d'Euroleague. Pourquoi pas, voir autre chose.
Mais en tout cas, c'est un grand coach, ça c'est sûr et certain. Bon, t'as compris, je suis fan du Partizan, mais je suis Limoges avant tout. Je vais te poser une question. Est-ce que, bah, déjà, tu as suivi ce qui s'est passé cet été et surtout, est-ce que tu as eu peur que le club disparaisse? Bah, je pense que tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Au final, j'ai suivi le dossier avec en plus des gens qui étaient vraiment dedans euh, et qui eux avaient peur. Donc forcément, ça aurait été une catastrophe pour Limoges, mais aussi pour le basket français, de voir un tel club euh, partir. Enfin ça, voilà, j'ai eu très peur parce qu'encore une fois, ça fait quelques années que j'étais à Limoges, mais j'ai beaucoup d'attaches et de gens que je connais et qui sont encore actifs au club, voire dans la ville, etc. Donc ça m'aurait fait énormément de peine et au final, on n'y est pas passé loin. Hein. C'était à quelques jours près, ou même pas quelques heures. Donc Oui. quelques heures, plus que quelques jours. Donc forcément, oui, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ouais. Ok. En fait, j'y croyais pas jusqu'à que je me dise ah merde, mais l'heure, elle est, c'est Ouais, maintenant c'est quoi. C'est réel. pas, Un, euh, un, un. pas 2 semaines avant, tu dis toujours c'est bon, il va se passer quelque chose. Là, on va apprendre quelque chose et le temps passe, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Et tu te dis ça complique la chose quoi. Mais bon, Hmm. tout s'est bien fini, on va dire, et c'est le plus important. Ok. On a un petit jeu quand on a des invités. Alors là, c'était Ouais, pas dans les questions que tu as reçues, du ouais, coup, ouais, bah voilà, ça va oui, être. je vois ça. On a l'habitude de demander à nos invités de composer un 5 Oh, majeur oh la vache. avec en s'intégrant dedans. Donc, tu es forcément le meneur de cette équipe. Il y en a qui nous ont lâché un roster complet si jamais tu as trop d'idées et que tu veux Ouais, vexer mais oui, mais attends, personne. mais je peux pas roster Euroleague, 15 joueurs du coup. Alors, c'est des joueurs avec lesquels tu as joué ou des joueurs que tu aimes bien, etc. Donc, ça peut réduire un petit peu le truc, mais vu que tu as joué avec Mais c'est ça, plein de monde, non, c'est là ça toujours serait que des très joueurs avec qui compliqué. j'ai joué, mais c'est trop compliqué là, putain. Donc, maintenant, pour te faire des ennemis, Ouais, on te laisse le un peu choix. coûteux. Soit tu fais un 5 majeur, et là, tu peux t'attirer les foudres de beaucoup de monde. Tu peux nous faire 10 joueurs. Voilà, si tu veux. Non, je te fais roster d'Olympiakos, 17 joueurs. Ça, je peux te faire. Ça va se finir en roster NBA, 25 joueurs. Oh punaise, mais tu peux pas me faire ça, putain. Tu peux pas me faire ça. Euh, Promis, on les contacte pas personnellement je, derrière. je, Promis. je me mets pas dedans. Si, t'es meneur. Ah, t'es Non, censé être meneur, mais bon, voilà, je sens que ça va tout de non, suite. non, non, moi, Allez, tu passes au coaching alors. Voilà, on dit que t'es je coach, passe au voilà. coaching, je suis Ah, coach. ok, Allez, ok. coach Léo. Euh, je fais 10 joueurs. 10 joueurs. Allez, En un, je vais mettre Chacho Rodriguez et Mike James. Entre parenthèses, Nick Calates. Je commence déjà. Avec qui je jouais. Donc en deux, quoi, Nando De Colo, Bogdan Bogdanovic. En trois, en trois, réfléchis. Mettre Nico Batum et allez, on va mettre Evan, quand même. ok. Evan. En quatre, Boris Dio, il est dedans. Et réfléchis, un grand ami à moi, grand ami à moi, Young Kunas, mais Mirotic. Mirotic, quand même. Il a dit quoi, là? Il a soufflé qui? Le parrain. Le parrain? Le Ouais. parrain. Ah, mais le parrain, désolé, mais le parrain, le parrain, il est bien gentil, hein. C'est sûr que le parrain va Et recevoir un d'ailleurs, message par contre. le parrain, il a commencé 4, mais en disant les 5. C'est À vrai. l'INSEP, il a même été formé 3. Hein. Ça va. Ah, Donc, tu vois, pour te dire. Regardez-le pour s'en sortir. ouais, c'est ça. Et ouais, donc, je sais pas où le foutre aussi, le joueur. Ah, Hein. assistant coach, allez. En 5, écoute, je vais être obligé de dire. J'ai pas joué avec lui dans son prime, mais quelle classe et quel joueur Pogazol. Euh, et là, j'hésite. Mais je vais aller avec l'affection et mon grand ami Yann Vesely.
Yann Vesely, j'ai hésité un peu avec Kyle Hines aussi. Oh. Euh, mais je vais aller avec Yann Vesely parce que voilà, on a une relation très, on est très amis, donc je vais aller avec lui. Voilà. Ça fait 10 joueurs, mais bon, j'en laisse pas mal sur le carreau et ça fait un peu chier. Déjà, c'est un très beau roster. Voilà, et là, Ouais. niveau basket, on peut discuter 5 minutes. Ah, en trois, pardon. En 3, j'avais dit qui? J'ai dit, putain, T'avais je vais dit mettre Nico Lucic. Batum et Evan Fournier. Ouais, il faut que je mette Lucic. Ah. Lucic, voilà, je peux pas faire une équipe sans lui. Donc, Ok, ça va. Lucic. Bon, on le Ça fait, rajoutera. ça fait une valeur sûre à 3 points. S'il y a besoin d'artiller à 3. Dans un peu tout, dans un peu tout, dans un peu tout. Même, c'est aussi pour l'après-match, tu sais, pour aller boire un canon, c'est pas Ah, mal ça, lui. par contre, on le voit moins en Euroleague, ça. Non, ça c'est pas vrai en plus, mais c'est comment dire, une personne extrêmement intéressante aussi en dehors du terrain. Donc c'est pour ça quoi. Alors, du coup, je mets Aiko Chapardik aussi dedans, comme ça. On va Non, finir je à 20 rigole. joueurs. Bon, Non, voilà, donc c'est compliqué à faire ce 5 quand même. C'est t'auras- compliqué. ça va. Je trouve que tu t'en es bien sorti. Ouais. Bon, faudra juste expliquer à Parrain que, bon, il a été exclu du truc, mais s'il veut venir répondre, un droit de réponse, on lui offre un. Donc, tu lui feras un petit message aussi de dire qu'il Bah, passe avec il, nous. il, il, me il me foutra pas dans son roster non plus, hein, donc, Ah bah alors voilà, ben, on prend acte de cette décision. Ceci Jolo est une Verne, tu invitation es pour Joe Lolo. invité Ouais. de la part de Léo pour venir te défendre et de nous faire un roster. On arrive sur la fin de l'interview. Léo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir et est-ce que tu as un message tout simplement à faire passer? non, mais déjà une saison sans pépins physiques et en prenant énormément de plaisir. Je pense que c'est ce que je recherche maintenant avant tout, de kiffer le basket, l'environnement autour du basket aussi, que ma famille aille bien, etc. Donc voilà, il y a une recherche un peu différente que dans mes jeunes années, mais voilà, de kiffer et d'avoir des émotions et de toujours être heureux le matin quand je me lève et que je vais à la salle, quoi. Donc moi, c'est le désir que j'ai pour mon année, mais c'est aussi le message que j'ai à faire passer et c'est souvent ce que je dis dans mes camps de basket aux jeunes. La première chose, c'est d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait et derrière tout devient plus facile. Les heures à la salle, comment dire, les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'il faut faire pour être à haut niveau. Donc tout devient plus facile avec la passion et l'amour de ce qu'on fait. Donc, voilà. Très bien. Romu, est-ce que tu as un petit truc à ajouter avant qu'on termine? Eh ben, moi, je te souhaite une bonne saison, Léo, en tout cas. On va Merci suivre beaucoup. ça assez assidûment. Et ma foi, peut-être si je descends sur Madrid, un de ces quatre, Avec pourquoi pas un plaisir. petit saut à Le, Fuenlabrada pour aller voir un petit game. le Ce bienvenu. serait Le bien, bienvenu. bien cool. Je Avec ce commence à bien t-shirt. connaître la ville. Je connais Ok. ça. Je commence à bien connaître la ville. Ça fait quelques fois que j'y suis, donc. Avec ce t-shirt, tu rentres gratuitement, il n'y a pas de problème. Ah bah, no problème. Et je te sors du CSP, je te sors. J'ai toute une collection. Non, mais voilà, je te souhaite une Parfait. bonne saison sans pépin et voilà, Merci que tes beaucoup, objectifs Romu. se réalisent en tout Merci. cas. Merci bien. Léo, je te remercie à mon tour. Alors, j'ai fait une petite intro, mais je viens de réaliser un petit kiff perso de t'avoir, C'est vraiment. gentil. Donc, c'est mille merci pour ta dispo, d'avoir joué le jeu de nos questions, de notre petit jeu, de nous avoir offert de ton temps Mm. précieux, on le Merci à sait, vous, à mec. votre niveau. Donc, vraiment un grand merci. Tu as bercé un grand moment de ma vie avec tes copains. Tu l'auras très bien compris. Donc, mille merci Léo, au Merci à vous, plaisir les de gars. te rencontrer aussi, parce que Ouais. c'est Ouais. aussi ça, l'esprit upset. On a eu la chance d'avoir Aaron Sell, voilà, si tu connais, Ouais. j'imagine que oui, qui est devenu notre tonton officiel du côté d'Upset. Donc voilà, si à ton tour tu veux devenir parrain de l'équipe, c'est avec grand plaisir, Mm. parce que tu l'as dit, quand on fait les choses avec passion, ça va tout de suite plus vite et c'est ce qui nous anime depuis qu'on a créé la chaîne. Donc voilà. C'est Merci cool. mille Merci à fois vous, les Merci à mecs. toi. Ouais, ultra Merci. cool. et à très bientôt. Ciao, Allez, ciao. ciao, ciao, les mecs. Ciao, ciao, bye. Merci. Pour retrouver toutes nos dernières vidéos, je vous invite à aller sur notre compte YouTube, sur notre compte Twitter, Instagram, TikTok. Sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes nos dernières vidéos, les hors-séries, les dernières interviews et toutes nos émissions.
Donc voilà, vous avez juste à vous abonner, à liker, à commenter et on se retrouve très vite.